Anne compte ses billets de 20 € une dernière fois en les étalant sur son lit défait. 4 000 € représentent 3 années d'économies acharnées où elle a renoncé aux sorties, aux vêtements et aux petits plaisirs du quotidien. Chaque billet froissé raconte des heures de travail à la caisse du Carrefour, des sourires forcés aux clients difficiles et une fatigue acceptée jour après jour pour ce rêve qui l'habite. Sa brochure de voyage des Maldives est écornée à force d'être feuilletée chaque soir et lui montre des eaux turquoises avec des bungalows posés sur pilotis. Pendant des mois, elle s'est endormie en imaginant ce paradis lointain qui représente cette évasion tant espérée et qui justifierait tous ses sacrifices quotidiens. La porte de sa chambre s'ouvre brutalement, sans le moindre coup frappé. Sa mère entre comme elle l'a toujours fait, sans respecter l'intimité de sa fille. Claire porte encore son tablier de cuisine maculé de sauce et ses cheveux gris sont tirés en arrière par des épingles qui lui donnent cet air sévère qu'Anne connaît si bien. Son regard tombe aussitôt sur l'argent étalé sur le couvre-lit fleuri. « Qu'est-ce que c'est que tout cet argent sur ton lit ?» demande-t-elle d'un ton glacial qui fait frissonner Anne. « Ce sont mes économies pour mon voyage aux Maldives, maman. » Claire s'approche de son pas lourd et ramasse une liasse sans demander permission. Elle l'examine entre ses doigts, comme si elle mesurait l'ampleur d'un délit, tandis que ses lèvres se pincent pour exprimer une désapprobation profonde. 4 000 € pour aller te dorer au soleil pendant que toute la famille se sacrifie chaque jour pour survivre et que ta grand-mère souffre dans son lit d'hôpital alors que ta sœur peine avec ses études. Anne se lève de son lit, étend la main pour récupérer son bien durement gagné. Sa mère recule d'un pas en serrant les billets contre sa poitrine comme un trophée qu'elle refuse de lâcher. « Maman, j'ai 27 ans maintenant et j'ai travaillé dur pour économiser cet argent. » « Travailler ?» Le rire de Claire sonne faux et méprisant. « Tu crois que passer des articles devant un scanner, c'est vraiment travailler ? Moi, je me tue à tenir cette maison et à m'occuper de vous tous sans jamais me plaindre. » La culpabilité familière serre la gorge d'Anne comme un étau. Elle se demande combien de fois elle a entendu ce discours accusateur et combien de rêves elle a abandonnés à cause de ces mots qui la rongent de l'intérieur. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent se produit en elle. Au lieu de baisser les yeux et de s'excuser comme elle l'a fait toute sa vie, Anne redresse les épaules avec une détermination nouvelle qui la surprend. « Je le mérite, maman. Je mérite ce voyage. » Le silence qui suit vibre d'une tension électrique. Claire fixe sa fille avec des yeux écarquillés, stupéfaite par cette rébellion inattendue. Jamais Anne n'a osé lui tenir tête de cette manière. Dans un élan de colère incontrôlable, sa mère saisit le billet d'avion qui repose sur la table de chevet et le déchire sauvagement en deux d'un geste brutal. Le bruit du papier qui se déchire résonne dans la chambre comme une gifle. Les morceaux colorés tombent au sol en voltigeant comme des papillons blessés. Anne regarde posément les débris de son rêve et sent que quelque chose d'essentiel se brise aussi en elle. Mais au lieu des larmes qu'elle aurait versées autrefois, c'est un sourire étrange qui naît sur ses lèvres. « Merci beaucoup, maman. » Claire recule, déstabilisée par cette réaction qu'elle n'attendait pas. « Tu viens de me débarrasser de mes derniers scrupules. » Dans le couloir, Léa apparaît, attirée par les éclats de voix inhabituels. Anne se baisse posément et ramasse les morceaux un à un, sans se presser. Ses mains ne tremblent plus, et son cœur bat avec une régularité apaisante qu'elle ne se connaissait pas. Elle se relève et regarde sa mère avec une sérénité nouvelle. Les reproches se poursuivent comme une pluie acide, mais les mots glissent désormais sur elle sans l'atteindre. Pour la première fois de son existence, elle entend clairement ce que sa mère lui répète depuis des années, qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne mérite rien, qu'elle doit servir les autres avant de penser à elle. Anne se dirige vers son ordinateur portable et l'ouvre d'un geste assuré. Ses doigts courent sur le clavier avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. L'écran affiche les résultats de sa recherche. Paris-Bangkok, départ demain matin, 11h15. Prix, 1 200 €. « Tu ne peux pas faire une chose pareille !» crie sa mère d'une voix suraiguë. Anne clique tranquillement sur « Réserver » et son cœur se met à chanter une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue. Celle de la liberté qui approche enfin. « Si, je peux le faire, maman. Et je vais le faire. » Elle se tourne vers sa famille figée dans l'encadrement de la porte. Pour la première fois de sa vie, elle les voit telles qu'elles sont, deux femmes terrifiées à l'idée qu'elle leur échappe après tant d'années de domination.
Anne ferme son ordinateur et prend son sac de voyage dans l'armoire. Les récriminations se poursuivent derrière elle, mais elle ne répond plus. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire. Demain à 7 heures, elle sera au-dessus des nuages, loin de cette maison qui l'étouffe depuis toujours. Dans sa paume, les morceaux du billet déchiré lui semblent légers, comme des confettis de fête. L'avion décolle de Roissy à 11 heures précises, sous un ciel gris parisien. Anne n'a pas fermé l'œil de la nuit et ses mains tremblent encore légèrement sur les accoudoirs de son siège. Elle regarde par le hublot les immeubles qui rapetissent et sent son estomac se nouer d'une angoisse mêlée d'excitation. Jamais elle n'est partie si loin. Jamais elle n'a pris une décision aussi radicale. À côté d'elle, au siège 12B, un homme dessine dans un carnet noir. Il porte des cheveux longs attachés en catogan, une cicatrice discrète au menton et un appareil photo vintage autour du cou. Ses mains bougent avec assurance sur le papier, tandis qu'il croque le profil d'une hôtesse qui passe dans l'allée. Anne l'observe discrètement, intriguée par cette concentration paisible qui contraste avec sa propre nervosité. Elle n'ose pas lui adresser la parole, mais se sent rassurée par cette présence calme à ses côtés. « Première fois en Asie ?» demande-t-il soudain, en levant les yeux de son carnet. Sa voix est douce, et son accent révèle qu'il n'est pas entièrement français. Anne rougit légèrement d'avoir été surprise à l'observer. « Première fois que je fuis ma vie, plutôt. » Les mots sont sortis tout seuls, et elle s'étonne de sa propre franchise. L'homme sourit avec bienveillance et referme son carnet. « Je m'appelle Marcus. Et vous fuyez quoi exactement ?»« Anne. Je fuis la peur de devenir comme ma mère. Moi, je fuis celle de devenir comme mon père. » Ils rient ensemble, de ce rire nerveux que partagent parfois deux âmes en perdition qui se reconnaissent. L'avion prend de l'altitude et Anne sent progressivement ses épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Marcus lui raconte qu'il est photographe franco-australien, qu'il documente les communautés locales en Asie depuis 5 ans. Son père était un homme violent qui buvait trop et battait sa mère, et lui a juré de ne jamais reproduire ce schéma. Anne découvre qu'ils ont le même âge et la même blessure fondamentale, des parents toxiques qui ont modelé leur peur de l'intimité. Elle lui parle de sa mère psychologiquement violente qui détruisait systématiquement ses rêves, de cette culpabilisation permanente qui l'empêchait de respirer, de ce billet déchiré qui l'a finalement libéré. Marcus l'écoute sans juger, hochant la tête comme s'il comprenait chaque mot. Les heures passent, et Anne se surprend à raconter des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Comment sa mère interceptait son courrier, sabotait ses entretiens d'embauche, en appelant les employeurs pour les prévenir qu'elle était fragile. Comment elle lui faisait croire que personne d'autre ne pourrait jamais l'aimer. C'est de la violence psychologique pure, dit Marcus avec une gravité soudaine. Anne acquiesce, et sent des larmes monter qu'elle retient depuis des années. Pour la première fois, quelqu'un met des mots justes sur ce qu'elle a vécu. Quelqu'un qui ne lui dit pas qu'elle exagère ou que c'est normal entre mère et fille. L'hôtesse passe avec les plateaux repas et Marcus commande du vin rouge pour 2. Anne accepte bien qu'elle ne boive jamais d'alcool d'habitude. Aujourd'hui, plus rien n'est habituel. « À votre renaissance », dit-il en levant son verre de plastique. « À notre liberté », répond-elle en trinquant. Le vin lui monte légèrement à la tête et elle se sent plus légère qu'elle ne l'a jamais été. Dehors, l'Europe défile sous les nuages et Anne réalise qu'avec chaque kilomètre parcouru, elle s'éloigne définitivement de sa prison dorée. Son téléphone vibre dans son sac. 47 notifications. Messages de sa mère, de sa sœur, de tantes et cousines mobilisées pour la culpabiliser. Elle l'éteint d'un geste ferme et le range. « Bien joué », approuve Marcus. Quand l'avion entame sa descente vers Bangkok 11 heures plus tard, Anne n'est plus la même femme que celle qui a embarqué à Paris. Elle a parlé, ri, pleuré et bu avec un inconnu qui comprend sa douleur. Elle a coupé le cordon ombilical numérique qui la reliait à sa famille. Au moment où les roues touchent le tarmac thaïlandais sous un soleil éclatant, Anne sort son téléphone rallumé et prend sa première photo de femme libre. Ses pieds sur le sol asiatique, avec cette simple légende qui fera trembler sa famille. Atterrissage réussi, renaissance en cours. Elle appuie sur « Publier » et sourit. La guerre est déclarée. L'aéroport de Bangkok frappe Anne comme une gifle tropicale. 38 degrés, une humidité écrasante et un mélange d'odeurs de friture, d'encens
et d'échappement qui lui soulèvent immédiatement l'estomac. Les klaxons résonnent sans interruption et la foule grouille dans tous les sens avec une énergie chaotique qu'elle ne comprend pas. Marcus a disparu dans la cohue après avoir échangé leur numéro de téléphone. Anne se retrouve seule avec son sac de voyage et une angoisse grandissante. Elle n'a jamais voyagé seule, ne parle pas un mot de thaï et commence à réaliser l'ampleur de son impulsivité. Le premier taxi lui fait payer 3 fois le prix normal avant qu'elle comprenne qu'elle s'est fait avoir. Au bureau de change, on lui remet des billets qui s'avéreront faux plus tard. En 2 heures, elle a perdu 300 € et commence à paniquer sérieusement. Son hôtel de Khao San Road ressemble à un cauchemar tropical. La chambre sent le moisi, des cafards courent au plafond, et le bruit de la rue monte toute la nuit comme une cacophonie infernale. Anne s'effondre sur le lit défoncé et pleure pour la première fois depuis le départ. Elle sort son téléphone et compose le numéro de sa mère avant de raccrocher plusieurs fois. À la 4e tentative, elle laisse sonner. « Anne, mon Dieu, où es-tu ? Nous sommes morts d'inquiétude. » La voix familière de sa mère la fait fondre en larmes. Soudain, tout lui semble insurmontable. La chaleur, la langue incompréhensible, sa solitude absolue dans cette ville démesurée. « Maman, j'ai fait une erreur terrible. Je veux rentrer. » « Bien sûr, ma chérie, nous allons arranger tout cela. Tu n'aurais jamais dû partir. » Anne entend le triomphe à peine dissimulé dans la voix maternelle, et quelque chose se rebelle en elle. Elle raccroche brutalement et jette son téléphone sur le lit. Non, elle ne rentrera pas la queue entre les jambes pour donner raison à sa mère. Pas après avoir franchi ce pas énorme. Elle sort de sa chambre malgré la nausée qui la tenaille et marche jusqu'au temple Wat Pho. L'architecture dorée et les odeurs d'encens l'apaisent légèrement. Elle s'assoit face au Bouddha couché et tente de retrouver le courage qui l'a menée jusqu'ici. 6 heures plus tard, Marcus la trouve endormie contre un pilier, déshydratée et épuisée. « Anne, que vous arrive-t-il » Elle lève vers lui des yeux rougis par les larmes et la fatigue. Je crois que j'ai surestimé mes capacités. Marcus s'assoit à côté d'elle sans dire un mot. Il sort une bouteille d'eau fraîche de son sac et la lui tend. Anne boit goulûment, reconnaissante de cette gentillesse inattendue. « La première fois, c'est toujours un choc, » dit-il doucement. « Moi aussi, j'ai eu envie de rentrer chez moi le premier jour. »« Vraiment ? J'ai pleuré dans les toilettes de l'aéroport de Sydney. J'avais 18 ans et je venais de quitter mon père violent. Je me sentais plus seule que jamais. » Anne se redresse légèrement, touchée par cette confession. « Comment avez-vous fait ? J'ai appris à tomber sans me casser, à accepter les erreurs comme des leçons, à voir chaque échec comme un pas vers l'indépendance. » Marcus l'aide à se relever et ils marchent ensemble vers la sortie du temple. Il lui montre comment négocier avec les taxis, ou manger sans risquer l'intoxication, comment se repérer dans cette jungle urbaine. « Vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser le premier jour, » lui dit-il. « Personne n'y arrive. » Cette nuit-là, dans un petit restaurant de rue qu'il lui a recommandé, Anne mange son premier vrai pad thaï sans tomber malade. Elle regarde les familles thaïlandaises rire autour des tables en plastique et se sent moins étrangère au monde. Son téléphone vibre avec insistance. 53 messages non lus. Au lieu de les ouvrir, elle prend une photo d'elle souriante devant son plat épicé et l'envoie sur Instagram. Jour 2, j'apprends l'art de tomber debout. Les commentaires affluent immédiatement, mélange de soutien et de reproches familiaux. Anne ferme l'application et range son téléphone. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit vraiment. Elle n'est peut-être pas encore forte, mais elle commence à comprendre qu'elle peut le devenir. La photo d'Anne souriante devant son pad thaï explose littéralement sur Instagram. En 6 heures, elle comptabilise 50 000 vues et des centaines de commentaires qui se succèdent à une vitesse vertigineuse. Anne découvre avec stupeur que sa petite rébellion personnelle intéresse bien plus de monde qu'elle ne l'aurait imaginé. Les premiers commentaires sont encourageants. Des femmes de tous âges la félicitent pour son courage, partagent leurs propres histoires d'évasion familiale et lui souhaitent de bonnes chances dans cette aventure. Certaines racontent comment elles rêvent de faire la même chose, mais n'osent pas franchir le pas. Puis les commentaires familiaux apparaissent comme un poison qui se répand. Sa mère a créé un compte Instagram spécialement pour l'occasion
et commente avec une hystérie mal dissimulée. Pendant que tu joues la touriste égoïste, ta grand-mère pleure chaque jour depuis ton départ ignoble et irresponsable. Léa, sa sœur, enchaîne immédiatement. Bravo Frangine, tu abandonnes ta famille pour aller manger des nouilles. Très mature comme comportement. Anne sent son estomac se serrer en lisant ces mots venimeux qui salissent publiquement son moment de bonheur. Mais le pire reste à venir. En fouillant sur Facebook, elle découvre avec horreur que sa famille a orchestré une véritable campagne de manipulation. Sa mère a créé un groupe public intitulé « Aidez-nous à ramener Anne à la maison », avec une photo d'elle enfant et un récit larmoyant sur sa fugue irresponsable. Le post principal raconte comment Anne a volé l'argent familial destiné aux soins de sa grand-mère mourante, pour claquer tout en vacances de luxe. Sa mère se présente comme une femme éplorée, dont la fille ingrate a disparu sans laisser d'adresse. Le groupe compte déjà 3000 membres et un compte GoFundMe associé a récolté 2000 € en 48 heures pour aider cette famille en détresse à retrouver leur fille. Anne reste pétrifiée devant son écran. Sa propre famille la présente comme une voleuse et une sociopathe devant des milliers d'inconnus. Des gens donnent de l'argent en croyant aider une famille victime alors qu'ils financent en réalité une manipulation psychologique. Sa colère monte progressivement, remplaçant la culpabilité habituelle. Pour la première fois de sa vie, elle voit clairement la perversité du système familial dont elle s'est échappée. Cette victimisation publique révèle la vraie nature de sa mère, une manipulatrice capable de mentir à des milliers de personnes pour garder le contrôle sur sa fille. Anne prend des captures d'écran de tout et rédige une réponse publique sur son propre compte Instagram. Elle poste une photo de ses 3 comptes bancaires vides avec cette légende. « Voici mes relevés. L'argent était le mien, économisé en 3 ans de travail. Voici comment une famille toxique manipule l'opinion publique quand sa victime refuse de rester prisonnière. Ma mère ment à 3000 inconnus plutôt que de regarder la vérité en face. » Elle joint les captures d'écran du groupe Facebook et du GoFundMe en expliquant posément les faits réels. Pas de vol, pas de grand-mère mourante, juste une jeune femme qui a osé partir vivre sa vie. Le post devient viral en quelques heures. Des journalistes, des influenceurs et des psychologues spécialistes des familles toxiques commentent et partagent son histoire. Le hashtag #Anne disparue devient tendance, mais cette fois pour dénoncer la manipulation familiale plutôt que pour la soutenir. Des milliers de femmes témoignent en commentaire, racontant des histoires similaires de chantage émotionnel et de culpabilisation. Anne découvre qu'elle n'est pas seule et que son histoire résonne chez beaucoup d'autres victimes de familles dysfonctionnelles. Sa mère panique et supprime le groupe Facebook, mais les captures d'écran circulent déjà partout. Trop tard. Le mensonge a été démasqué publiquement. Dans son petit hôtel de Bangkok, Anne regarde défiler les messages de soutien avec des larmes de soulagement. Elle n'est plus la fille coupable qui s'excuse d'exister. Elle est devenue la femme qui refuse qu'on lui mente et qui dit la vérité, même quand ça fait mal. Son téléphone affiche maintenant 0 notification de sa famille. Elles l'ont bloqué sur tous les réseaux après cette humiliation publique. Anne ressent pour la première fois de sa vie quelque chose d'inédit et de libérateur. Le soulagement profond d'être enfin haïe plutôt qu'étouffée sous un amour toxique et possessif. Elle éteint son téléphone et va se coucher avec un sourire apaisé. La guerre est finie. Elle a gagné. Une semaine s'écoule paisiblement à Chiang Mai, où Marcus a emmené Anne pour échapper à l'agitation de Bangkok. Ils visitent des temples dorés, mangent dans de petits restaurants de rue, et Anne commence enfin à se sentir vraiment libre. Son téléphone reste silencieux, depuis que sa famille l'a bloqué partout, et cette paix lui fait un bien immense. Mais un matin, à 6 heures, un numéro inconnu l'appelle et la tire brutalement de son sommeil. Anne hésite à répondre puis finit par décrocher, inquiète qu'il s'agisse d'une urgence. « Anne, c'est grand-mère !» La voix est faible et tremblante. Anne se redresse immédiatement dans son lit, le cœur qui s'emballe. « Grand-mère, comment avez-vous eu mon numéro ? J'ai supplié une infirmière de t'appeler. Ta mère m'interdit de te parler depuis ton départ, mais je vais mourir et je devais... » La ligne se coupe brutalement. Anne rappelle frénétiquement mais tombe sur la messagerie de l'hôpital. Elle panique et appelle le standard en expliquant qu'elle est la petite fille de Simone Dubois hospitalisée au service gériatrie.
Votre grand-mère demande après vous depuis des semaines, lui explique l'infirmière de garde. Une femme nous a dit que vous étiez injoignable et que nous ne devions pas vous déranger. Anne sent la rage monter en elle. Sa mère a menti au personnel médical pour l'empêcher de parler à sa grand-mère mourante. Cette manipulation dépasse tout ce qu'elle imaginait possible. Elle réserve immédiatement un vol de retour vers Paris et annonce à Marcus qu'elle doit partir. Il comprend sans poser de questions et lui propose de l'accompagner. Mais Anne préfère affronter seule cette épreuve. Le vol lui semble interminable. Elle imagine sa grand-mère seule dans son lit d'hôpital, réclamant sa petite fille que tout le monde dit disparue. La culpabilité la ronge, malgré sa colère contre sa mère. À l'aéroport Charles de Gaulle, Anne prend directement un taxi pour l'hôpital Saint-Louis. Dans le hall d'accueil, elle tombe nez à nez avec sa mère qui sort de l'ascenseur. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande Claire, blême de surprise. « Je viens voir grand-mère que tu m'empêches de voir depuis des semaines. Elle est très faible, tu vas l'épuiser avec tes histoires. » Anne la pousse fermement et se dirige vers l'ascenseur. Sa mère la suit en protestant mais n'ose pas faire de scandale dans l'hôpital. La chambre 412 sent la désinfectant et la mort qui approche. Grand-mère Simone gît dans son lit, squelettique, reliée à une perfusion. En voyant Anne, ses yeux s'illuminent faiblement. « Ma chérie, tu es venue. » Anne s'effondre au bord du lit et prend la main décharnée entre les siennes. Sa grand-mère lui glisse discrètement un petit papier froissé dans la paume. « Sous mon matelas, chez moi. La clé du garage est dans la boîte à thé chinoise. »« Grand-mère, de quoi parlez-vous ? Tu comprendras. Il faut que tu saches la vérité sur ta mère. » Claire s'approche nerveusement, tentant d'interrompre la conversation, mais sa grand-mère la fusille du regard avec une force surprenante. « Laisse-nous, Claire. J'ai des choses importantes à dire à ma petite fille. » Anne reste 3 heures au chevet de sa grand-mère, qui lui raconte par bribes comment sa mère l'a toujours isolée, mentant sur ses visites pour l'empêcher de voir sa famille. Elle apprend que sa grand-mère a essayé de l'appeler des dizaines de fois, mais que sa mère interceptait tous les contacts. « Ta mère a toujours été jalouse de toi, ma chérie. Dès ton plus jeune âge, elle voyait en toi ce qu'elle n'avait pas réussi à devenir. » Grand-mère s'endort paisiblement en tenant la main d'Anne. 3 heures plus tard, elle s'éteint doucement, un sourire apaisé sur les lèvres. Anne pleure toutes les larmes de son corps, en tenant cette main qui devient froide. Sa mère sanglote derrière elle. Mais Anne ne se retourne pas. Elle a perdu la seule personne de sa famille qui l'aimait vraiment et qui a emporté tant de secrets dans la tombe. Le soir même, Anne se rend chez sa grand-mère avec le double des clés qu'elle gardait depuis des années. Sous le matelas défoncé, elle trouve effectivement quelque chose qui va bouleverser sa vie. Un paquet de lettres et un carnet rouge sang. Dans le garage poussiéreux, la boîte à thé chinoise contient bien une clé rouillée qui ouvre un coffre métallique caché sous l'établi. À l'intérieur, 40 années de journaux intimes de sa mère s'entassent comme autant de preuves accablantes. Anne ouvre le premier carnet et commence à lire. Chaque page révèle la destruction méthodique et consciente de sa vie par sa propre mère. Anne passe la nuit entière à lire les journaux intimes de sa mère dans le garage poussiéreux de sa grand-mère. Chaque page révèle une vérité plus atroce que la précédente. 40 années de manipulation consciente et méthodique documentée de la propre main de Claire. 15 septembre 1997. Anne a eu 18 sur 20 en mathématiques aujourd'hui. J'ai déchiré sa copie avant qu'elle rentre de l'école. Elle ne doit pas prendre confiance en elle. 3 mars 2015. Anne avait un entretien d'embauche chez Darty aujourd'hui. J'ai appelé le magasin pour leur dire qu'elle était instable psychologiquement. L'entretien a été annulé. 22 juin 2018. Anne sort avec ce garçon depuis 3 mois. Je lui ai dit qu'il me parlait d'elle en termes désobligeants. Ce n'était pas vrai, mais elle l'a quitté. Tant mieux. Page après page, Anne découvre l'ampleur de la destruction systématique de sa vie. Sa mère notait chaque sabotage avec une précision clinique, comme un scientifique documentant ses expériences. Lettres d'université cachées, amitié brisée par des mensonges, opportunités professionnelles sabotées, relations amoureuses empoisonnées. Tout était calculé pour la maintenir dépendante et vulnérable. Anne vomit de dégoût dans un coin du garage puis continue sa lecture, hypnotisée par l'horreur de ses révélations.
Sa mère n'était pas seulement toxique par négligence ou par traumatisme personnel. Elle était une prédatrice consciente qui avait planifié chaque coup pendant des décennies. Le jour des funérailles arrive sous une pluie fine et glacée. L'église Saint-Sulpice se remplit de 200 personnes venues rendre hommage à Simone Dubois, femme respectée du quartier depuis 60 ans. Anne arrive en robe rouge écarlate, provoquant des murmures scandalisés dans l'assistance. Sa mère, vêtue de noir de pied en cap, la foudroie du regard. Comment oses-tu porter cette couleur ? Siffle-t-elle entre ses dents. Grand-mère détestait le noir. Elle me l'a dit souvent. Anne s'installe au premier rang, le carnet rouge de sa mère serré contre sa poitrine comme une arme. L'office se déroule selon le rituel habituel jusqu'au moment où le prêtre invite la famille à prendre la parole. Claire se lève pour lire un éloge convenu, mais Anne l'interrompt en se dirigeant vers le pupitre. « J'aimerais partager quelque chose que ma grand-mère voulait que vous entendiez tous. » Le silence se fait immédiatement dans l'église. Anne ouvre le carnet rouge et commence à lire d'une voix claire et posée. 15 avril 2019. Anne voulait reprendre ses études de psychologie. J'ai caché sa lettre d'acceptation en master et lui ai dit qu'elle avait été refusée. Un murmure parcourt l'assemblée. Claire devient livide et tente d'intervenir. Mais Anne continue imperturbablement. 8 décembre 2020. Anne économise pour partir en voyage. Je dois trouver un moyen de l'en empêcher. Elle devient trop indépendante. 3 janvier 2024. Anne a rencontré quelqu'un qui lui plaît. J'ai fouillé dans son téléphone et contacté ce homme pour lui dire qu'elle était instable. Il ne l'a plus jamais rappelée. L'église résonne maintenant d'un silence de mort. Léa fond en larmes au fond de la nef, réalisant probablement qu'elle a été complice d'un système pervers. Anne referme le carnet et regarde sa mère qui tremble de rage et d'humiliation. « Voici qui était vraiment votre sainte Claire », dit-elle calmement. Une femme qui a passé sa vie à détruire méthodiquement sa propre fille par jalousie pure. Elle dépose le carnet rouge sur le cercueil de sa grand-mère. « Grand-mère, merci de m'avoir donné les preuves. Grâce à vous, je peux enfin montrer la vérité. » Anne descend du pupitre sous les regards médusés de l'assistance et sort de l'église sans se retourner. Derrière elle, sa mère hurle des justifications incohérentes, mais personne ne l'écoute plus. Sur le parvis mouillé, sa mère la rattrape et la gifle violemment devant les gens qui sortent. « Tu détruis notre famille !» crie-t-elle, hystérique. Anne essuie tranquillement le sang qui coule de sa lèvre fendue et regarde sa mère droit dans les yeux. « Non, maman. Je révèle simplement ce qu'elle a toujours été. Un mensonge. » Elle remonte dans sa voiture de location et démarre sans un regard en arrière. Dans son rétroviseur, elle voit sa mère effondrée sur les marches de l'église, entourée de regards accusateurs. Ce soir-là, Anne reprend l'avion pour Bangkok avec un sourire apaisé. Elle n'est plus orpheline. Elle est enfin libre. De retour en Thaïlande, Anne s'installe dans un petit appartement à Bangkok avec vue sur le fleuve Chao Phraya. Marcus est parti pour un reportage de 4 mois en Afrique et elle se retrouve seule pour la première fois de sa vie, vraiment seule. Sans famille toxique, sans homme pour la rassurer, sans personne d'autre qu'elle-même. Les premiers jours sont difficiles. L'angoisse de l'abandon remonte parfois, vestige de 27 années de conditionnement maternel. Mais Anne apprend peu à peu à savourer cette solitude choisie, si différente de l'isolement qu'on lui imposait autrefois. Elle commence à écrire un blog qu'elle intitule simplement « Manuel de disparition familiale ». Au départ, c'est juste un exutoire personnel pour poser par écrit tout ce qu'elle a vécu et compris. Elle décortique les mécanismes de manipulation psychologique, explique les étapes pratiques pour s'affranchir d'une famille toxique, donne des conseils juridiques et psychologiques. Son style est direct, sans concession, mais bienveillant. Elle raconte son histoire sans apitoiement, analyse les stratégies de sa mère avec un recul clinique et propose des solutions concrètes pour s'en sortir. En 3 semaines, son blog comptabilise 100 000 abonnés. En 2 mois, 500 000. Anne découvre avec stupeur qu'elle n'est pas une exception isolée, mais qu'elle représente des millions de femmes prisonnières de familles dysfonctionnelles. Les témoignages affluent par centaines chaque jour. Des femmes de tous âges, de tous milieux, racontent des histoires terrifiantes de manipulation, de chantage affectif et de destruction psychologique. Beaucoup n'osent pas partir. D'autres tentent de fuir mais reviennent culpabilisés.
Anne réalise qu'elle possède quelque chose d'unique. Elle a réussi à s'échapper définitivement et à retourner la situation en sa faveur. Son histoire inspire, et sa lucidité rassure celles qui se débattent encore dans leur cage dorée. Elle décide de transformer son blog en véritable programme d'aide. Avec l'argent des premières collaborations commerciales, elle crée Phoenix Programme, un réseau clandestin d'assistance aux femmes qui veulent échapper à leur famille toxique. Le concept est simple mais révolutionnaire. Anne met en place un système de maisons sûres dans plusieurs villes, recrute des avocats spécialisés, des psychologues formés aux traumatismes familiaux et des assistantes sociales bénévoles. Elle développe une application sécurisée qui permet aux victimes de demander de l'aide discrètement. Phoenix Programme propose un accompagnement complet, aide psychologique pour prendre conscience de la manipulation, assistance juridique pour protéger ses biens, hébergement temporaire pour les premiers mois d'indépendance, aide à la recherche d'emploi et de logement définitif. En 6 mois, 1000 femmes ont été aidées concrètement. L'association compte des antennes en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Anne devient une figure respectée du mouvement d'émancipation féminine, régulièrement invitée dans les médias pour parler des violences psychologiques familiales. Mais le succès a un prix. Sa mère tente de la faire interner à distance, prétextant qu'elle dirige une secte qui détruit les familles. L'enquête administrative qui s'ensuit révèle au contraire la parfaite légalité et l'utilité sociale de Phoenix Programme. Sa sœur Léa, elle, reste silencieuse pendant des mois. Anne comprend qu'elle traverse probablement la même prise de conscience qu'elle a vécue, réalisant peu à peu l'ampleur de la manipulation maternelle. Un soir de mousson, alors qu'Anne travaille tard sur de nouveaux dossiers, elle reçoit un message crypté sur l'application Phoenix. C'est Léa. « Je voudrais disparaître aussi. Maman me fait vivre maintenant ce que tu as vécu. Aide-moi. » Anne reste longtemps immobile devant son écran. Sa petite sœur, celle qui l'a toujours méprisée et ridiculisée, demande son aide. Le cycle de la violence familiale continue avec une nouvelle victime désignée. Elle répond simplement « Étudie le manuel complet. Prépare-toi psychologiquement et financièrement. Quand tu seras vraiment prête, appelle-moi. » Cette nuit-là, Anne comprend que Phoenix Programme n'est plus seulement son projet personnel. C'est devenu sa mission de vie, transformer sa propre douleur en force libératrice pour d'autres femmes. Au matin, elle regarde le soleil se lever sur Bangkok et sourit. Elle n'est plus la victime qui fuit. Elle est devenue la femme qui sauve. Marcus revient d'Afrique 4 mois plus tard, transformé par ce qu'il a vécu dans les camps de réfugiés du Soudan. Son regard porte désormais une gravité nouvelle, et ses photos révèlent une maturité artistique qu'Anne ne lui connaissait pas. Elle aussi a changé pendant cette séparation, devenant plus dure, plus focalisée, habitée par une mission qui dépasse sa propre guérison. Ils se retrouvent dans un petit café de Sukhumvit, où ils avaient l'habitude de prendre le petit déjeuner ensemble. Anne lui raconte Phoenix Programme, les milliers de femmes aidées, l'expansion internationale du réseau. Marcus l'écoute avec admiration, mais aussi avec une pointe d'inquiétude. « Tu sauves le monde maintenant ?» lui demande-t-il avec un sourire en coin. « Je sauve qui veut être sauvé. » Nuance importante. Anne lui montre les statistiques sur son téléphone. 10 000 femmes aidées en 1 an, des bureaux dans 15 pays, une équipe de 150 bénévoles et employés. Son blog génère désormais suffisamment de revenus pour qu'elle vive confortablement tout en finançant l'association. Marcus saisit sa main par-dessus la table et la regarde droit dans les yeux. « Je suis fière de toi, Anne, mais j'ai besoin de savoir si tu m'as attendue ou si tu as épousé ta mission. » Anne réfléchit honnêtement à cette question. Pendant ces 4 mois de solitude, elle a découvert une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Elle n'a plus besoin d'un homme pour se sentir entière et complète. Cette révélation l'effraie autant qu'elle la libère. Je t'ai attendu parce que je le voulais, pas parce que j'en avais besoin. Marcus sourit et elle comprend qu'il a mûri lui aussi. Ils se remettent ensemble sur des bases totalement nouvelles, comme 2 adultes indépendants qui choisissent de partager leur vie plutôt que de fuir leurs blessures respectives. Phoenix Programme explose littéralement cette année-là. Anne devient millionnaire en aidant les autres, ironie du sort qui ne lui échappe pas. Elle investit chaque euro supplémentaire dans l'expansion du réseau et le recrutement de professionnels qualifiés.
Sa notoriété attire aussi les attaques. Sa mère monte une campagne de diffamation systématique, prétendant qu'Anne dirige une secte qui détruit les familles françaises. Des journaux à sensation reprennent ces accusations sans vérifier leurs sources. Mais Anne n'est plus la jeune femme fragile qui s'effondrait aux premiers reproches. Elle engage les meilleurs avocats de Paris et contre-attaque méthodiquement. Les médias sérieux finissent par enquêter sur Phoenix Programme et découvrent une organisation irréprochable qui aide réellement des milliers de victimes. L'enquête se retourne contre sa mère quand les journalistes examinent ses accusations et découvrent les mensonges, les incohérences et la campagne de harcèlement qu'elle mène contre sa propre fille. Claire se retrouve publiquement discréditée et plusieurs associations de victimes de violences familiales dénoncent ces méthodes. Un soir de décembre, pendant qu'Anne travaille tard dans son bureau de Bangkok, elle reçoit l'appel qu'elle attendait depuis des mois. « Anne, c'est Léa !» La voix de sa sœur tremble, mais exprime une détermination nouvelle. « J'ai étudié ton manuel pendant 6 mois. J'ai économisé de l'argent en secret. Je suis prête à partir. » Anne sent son cœur se serrer. Sa petite sœur, celle qui l'a méprisée pendant des années, a fini par comprendre qu'elle subissait le même conditionnement destructeur. « Où veux-tu aller ? » Loin d'elle. N'importe où loin d'elle. Anne organise discrètement l'évasion de sa sœur. Billets d'avion payés anonymement, appartement sécurisé à Montréal, contact avec l'antenne canadienne de Phoenix Programme. Léa s'envole un matin de janvier pendant que leur mère fait ses courses, laissant juste un mot. « Je choisis la liberté ». Claire découvre la fuite de sa seconde fille et sombre dans une dépression nerveuse. Elle comprend enfin qu'elle a perdu définitivement ses 2 enfants et que son système de domination s'est retourné contre elle. 6 mois plus tard, Marcus et Anne se marient sur une plage de Koh Samui au coucher du soleil. 50 femmes qu'elle a aidées à s'émanciper assistent à la cérémonie comme témoins de leur renaissance commune. Léa arrive en surprise pour le mariage, rayonnante et transformée par sa nouvelle vie au Canada. Les 2 sœurs s'embrassent en pleurant, réconciliées par leur parcours parallèle vers la liberté. Ce jour-là, Anne comprend qu'elle a non seulement sauvé sa propre vie, mais qu'elle a créé une nouvelle famille choisie, constituée de toutes ces femmes qui ont eu le courage de renaître. La guerre contre sa mère est finie. La mission de sauvetage ne fait que commencer. 5 ans après le billet déchiré qui a changé sa vie, Anne dirige Phoenix Programme depuis une villa blanche perchée sur les collines de Bali. Le bureau principal donne sur l'océan Indien et chaque matin elle contemple l'horizon en sirotant son thé vert, encore émue par le chemin parcouru. 100 000 femmes aidées dans le monde entier. 200 employés et bénévoles. Des antennes sur tous les continents. Son manuel de disparition familiale traduit en 15 langues. Phoenix Programme est devenu une référence mondiale dans l'accompagnement des victimes de violences psychologiques familiales. Marcus travaille désormais avec elle, documentant les histoires de renaissance de ces femmes qui retrouvent leur liberté. Ces photographies ont fait le tour du monde et sensibilisé l'opinion publique à ces violences invisibles qui détruisent tant de vies. Léa dirige l'antenne européenne depuis son bureau de Genève. Transformée par sa propre évasion, elle a développé une expertise remarquable dans l'accompagnement psychologique des victimes. Les 2 sœurs se parlent chaque semaine et ont reconstruit une relation authentique, débarrassées des manipulations maternelles qui les dressaient autrefois l'une contre l'autre. Elles ne parlent jamais de leur mère. Claire appartient à un passé révolu. Un chapitre douloureux mais définitivement clos de leur existence. Ce matin de janvier, Anne trie son courrier quand elle découvre une enveloppe sans expéditeur posée sur le dessus de la pile. L'écriture lui semble familière, mais elle n'arrive pas à l'identifier immédiatement. À l'intérieur, une simple carte postale représentant la tour Eiffel. Au verso, quelques lignes tracées d'une écriture tremblante. « Ma chérie, j'ai commencé une thérapie il y a 2 ans, après avoir lu un article sur ton travail avec Phoenix Programme. Le journal que tu as lu aux funérailles de grand-mère m'a brisée, puis sauvée progressivement. J'ai compris que j'étais devenue exactement le monstre que ma propre mère avait été avec moi, reproduisant un cycle de violence que je croyais normal. Je ne demande pas le pardon car je n'en ai pas le droit après tout ce que je t'ai fait subir. Je voulais simplement que tu saches que tu as eu raison sur tout. De partir, de me résister, de me révéler au monde entier. Tu m'as forcé à regarder la vérité en face pour la première fois de ma vie.
Merci de m'avoir sauvée de moi-même. Ta mère qui apprend enfin à t'aimer vraiment. Claire. L'adresse de l'expéditeur indique le centre Sainte-Anne, service de psychiatrie. Anne reste longtemps immobile, la carte entre ses mains. Tant d'années de haine, de colère et de douleur, qui s'apaisent soudain dans cette reconnaissance tardive mais sincère. Sa mère a enfin compris et assumé sa responsabilité dans leur relation toxique. Elle range la carte dans le tiroir de son bureau sans répondre immédiatement. Certaines blessures ont besoin de temps pour cicatriser complètement et elle n'est pas encore prête à reprendre contact. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne ressent plus de haine en pensant à sa mère. Juste une immense tristesse pour toutes ces années perdues et un espoir fragile qu'il ne soit pas trop tard pour construire quelque chose de différent. L'après-midi, Anne se rend à la plage où elle donne des cours de natation à un groupe de jeunes femmes en reconstruction. C'est devenu son rituel hebdomadaire. Enseigner à nager à celles qui apprennent à vivre sans filet de sécurité. Elle les regarde progresser dans l'eau turquoise, gagnant en confiance à chaque brasse. Certaines pleurent encore en touchant le bord, émues de cette victoire symbolique sur leur peur. Anne sort son téléphone et prend une photo du groupe dans l'océan, toute souriante, malgré leurs cicatrices invisibles. Elle la poste sur Instagram avec cette simple légende « On apprend à nager qu'en lâchant le bord ». En quelques heures, la photo récolte 2 millions de likes et des milliers de commentaires de femmes qui racontent leur propre renaissance. Parmi eux, Anne remarque un like particulier qui lui serre le cœur, celui de sa mère. Elle ferme l'application et va nager seule au coucher du soleil. Dans l'eau chaude de l'océan Indien, elle pense à cette fille terrifiée qui comptait ses billets froissés dans une chambre de banlieue parisienne. Cette fille-là n'existe plus. À sa place nage une femme libre qui a transformé sa douleur en mission de vie. Certaines renaissances prennent effectivement du temps. Mais quand elles arrivent, elles sont définitives. Man, I just need like to put a bunch of fridges around my house because I don't have enough storage. I have to make barrels after barrels and fucking chest after chest. Ooh, I want to try this trapdoor and see how it looks. Which one is it? This one? Wait, no, that's not it. It's this one. I feel like it's gonna look ugly, but it's not that bad. I gotta look up a picture of all the trapdoors to see which ones I want. That's ugly. Oops. Oh, let me go in my fridge. I don't have to freaking click so many times. Yeah, glass.
berries aren't growing. Holy cow, dude. This guy just got a lightning strike. He's on fire now. He just died. What the heck? What are you yapping about? Dude, the guy literally just got. I just was running, walking to my house, and all of a sudden, I heard a loud bang, and I All looked to of a my side, sudden. and dude's on fire. Nice. You set that man on fire and told you a lie. I'm dead. What? No.